Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous retrouvons pour la deuxième réunion du groupe La Voix d'elle. Nous sommes à la librairie La Nouvelle Colombe au Tampon et je remercie monsieur et madame Vitrac pour nous accueillir. On reçoit aujourd'hui une autrice, Julie Legrand, et puis une artiste peintre, Charme, et Isabelle Joly, qui est toujours à côté de moi dans cette aventure et que me remercie d'être à mes côtés. Alors, on commence par Julie. Donc, Julie, tu vis à La Réunion depuis 2008. Tu es née à Paris et tu écris. Donc, tu es autrice et éditrice. Tu as une maison d'édition qui s'appelle Alice au pays des virgules. C'est ça. Tu as écrit 2 romans, des nouvelles, des récits poétiques, du théâtre et des albums jeunesse. C'est ça. Un peu de tout. Un peu de tout. Ben, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation du groupe. Merci à vous de m'avoir invité. Et donc, les 2 recueils de nouvelles dont tu vas nous parler aujourd'hui sont Tangor amer, donc, qui est sorti en 2015, dans lequel tu fais des portraits de la femme réunionnaise. Tout à fait. Voilà. Et le deuxième que tu nous présentes s'appelle Petite morsure animale, sorti en 2019. Là, tu explores différentes facettes de la réalité des vies des femmes, aussi bien dans leur métier que dans leur art ou que dans leur vie familiale et sentimentale. C'est ça, absolument. Voilà. Charme. Alors, Charme, c'est la messagère des couleurs. Elle s'appelle Chantal Rafano Mezzana. Elle est artiste globe-trotter. Elle a voyagé en Amérique du Sud, en Haïti, en Afrique et en Europe. Et c'est aussi une artiste intuitive. Ses toiles subliment la femme et le féminin sacré. Donc, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce groupe-là, à ce titre-là aussi. Merci pour l'accueil. Je suis ravie aussi. Voilà. Tu explores différentes facettes donc, de la féminité, les femmes danseuses, les femmes mamans, les femmes amantes aussi. Et tu utilises donc pour tes tableaux de la peinture à l'huile, au couteau et du pastel sec. Tu as exposé tes toiles à Madagascar en 2007. À La Réunion depuis 2013, alors j'ai noté la Nordève, la halle des manifestations du port où tu as fait des performances en live, Oui. et à la salle Beau de Moulin, ici au Tampon aussi. Donc ça, c'est bien, ça se rapproche un petit peu de nous, pas tout le temps dans le Nord, hein. Et dans différents restaurants aussi. Oui. Et alors pour finir la présentation, j'ai une phrase qui m'a particulièrement touchée, que tu as écrite, qui dit « Créer me permet de rester en harmonie avec qui je suis, de partager ce qui touche mon cœur et si possible de transmettre une émotion ou un rayon de soleil que j'aime voir pétiller dans vos yeux. » Effectivement, j'aime que la peinture touche, voilà, parce que ça touche l'âme avant tout. C'est ça. Ça m'a touchée en tout cas. Merci. Je t'en prie. Voilà pour les présentations. Donc je vais maintenant laisser la parole à Julie, qui va nous en dire un peu plus sur son écriture. Avec plaisir. Donc effectivement, je vais vous présenter donc, les 2 recueils Tangor amer et Petite morsure animale, donc respectivement sortis aux éditions Orphie en 2015 et 2019. Tangor amer étant le premier des 2 parutions. Donc Tangor amer est un recueil de 10 nouvelles qui se veut une galerie de portraits de femmes réunionnaises
qui sont aux prises avec la vie quotidienne. Voilà, donc ce sont des histoires qui sont traitées un peu comme des tranches de vie, un peu prises sur le vif. Une étude de mœurs qui propose une immersion dans des familles, parfois gangrénées par la rancœur, les jalousies et les traditions un peu sclérosantes. Donc ces nouvelles sont écrites dans une veine plutôt réaliste. Elles alternent noirceur et ironie dans leur ton et proposent un voyage au lecteur au cœur de l'île intense, ses parfums, ses sortilèges, l'âme de ses habitants. Donc on va rencontrer un peu des femmes de tout âge, de toutes conditions. On va pouvoir rencontrer par exemple Léontine, dans la nouvelle Un jour dans le paradis, qui est une gramoune qui marche chaque jour 2 km à pied pour rejoindre le centre-ville, et dont les fils, qui sont inquiets pour sa santé, ont décidé de mettre en EHPAD. Voilà, donc c'est la dernière marche de cette dame, Léontine. On va trouver aussi dans la nouvelle Le Monde de Christina, qui est une jeune femme qui va prendre l'avion pour partir en métropole et réaliser son rêve de devenir comédienne, et qui malheureusement va se retrouver confrontée à la dureté d'un milieu pour lequel elle n'est pas faite et qui ne veut pas d'elle. Enfin, bon, je ne ferai pas le tour de tous, mais il y a ce jeune couple dans la nouvelle qui s'appelle La Veillée, qui est perfusé aux aides sociales et qui est dénoncé pour fraude auprès des services de la CAF, ce qui va avoir des conséquences dramatiques. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des nouvelles qui sont peut-être un peu sombres, qui mettent peut-être un peu à mal l'image du vivre ensemble, mais qui ont pour but de ne rien éluder aussi d'une certaine forme de réalité. Oui, bien sûr, je comprends. Donc en fait, je vais vous lire un petit passage de la première nouvelle du recueil qui s'appelle Un rêve d'Antoinette. Antoinette, en fait, c'est une mère de famille dont les 2 filles à peine majeures ont quitté le foyer et qui, du coup, se retrouve seule chez elle avec ses pensées un peu envahissantes. Et Antoinette, qui elle-même est née à Saint-Louis et vraisemblablement finira ses jours à Saint-Louis. Voilà, donc c'est un peu une réflexion autour du lien maternel, filial et du syndrome du nid vide. Alors, je vais vous lire quelques lignes. Elle se souvient comme elle avait été mortifiée d'apprendre que Mélissa, son aînée à la tête de bois, laquelle, à l'adolescence, jetait à tout propos des regards suspicieux, sombrant sans crier gare dans un silence teigneux, n'allait plus au lycée depuis plusieurs semaines. Antoinette avait compris la raison de ses fugues. Un soir où, pleurant à chaudes larmes, elle avait préparé le trousseau pour la première nuit que sa fille passerait loin du foyer dans son nouveau ménage. Mélissa avait 17 ans et ce soir-là arborait un sourire triomphant. Qui aurait cru que celui sur lequel elle jetterait son dévolu serait le fils d'un proche voisin connu depuis l'enfance, bon garçon au chômage, de 15 ans son aîné. Moins d'une année plus tard, leur premier enfant, un garçon, naissait et le couple s'installait dans une cité arborée, à 10 km au sud de Saint-Louis. Dès lors, Mélissa descendait une fois de temps chez sa maman. Antoinette avait vu s'épanouir sur le visage de sa fille une expression qu'elle ne lui avait jamais connue avant son départ. Une exultation puérile à voler de ses propres ailes, sans doute, mais qui ne lui expliquait en rien l'aisance remarquable avec laquelle la jeune femme coulait des jours paisibles, sans éprouver le besoin de l'appeler, qu'était son affection, ni solliciter de sa maman le moindre conseil. N'avait-elle pas été, fut un temps, comme les 2 doigts de la main, avant qu'un conflit silencieux ne se fasse jour inexplicablement, sans que le ton monte entre elles, car Antoinette avait inculqué la valeur du respect à ses enfants et toujours faire preuve de maîtrise envers leurs sentiments. Ses filles avaient l'interdiction de se plaindre ou de laisser ou de baisser ou de hausser le ton devant elles, comme elle l'avait de se nuire à elle-même en sortant par exemple le soir entre camarades, ni fréquenter quiconque sans en informer préalablement leur mère, ou que le garçon, s'il souhaitait s'engager, n'ait fait sa demande en bonne et due forme. Était ce dont Mélissa, par cette duplicité, ses sourires figés, lui faisait aujourd'hui le reproche inavoué? Lui tenait-elle rigueur de l'avoir élevée dans le respect des convenances et de la moralité?
Donc voilà, cette nouvelle montre en fait, fait comprendre entre les mots que on comprend pourquoi les deux filles sont parties du foyer aussitôt, si pour gagner liberté, dont sans doute elles avaient été privées. Voilà. C'est vrai que ça me fait penser un peu à l'éducation que j'ai reçue, où il fallait effectivement respecter l'ancien, où on n'avait jamais le droit où je n'avais, puisque je suis enfant unique, jamais le droit de discuter ce que mes parents et ma mère surtout pouvaient dire. Dans la façon dont encore sans doute on élève beaucoup les filles en fait. Finalement. Oui, certainement. Ouais. Donc je vais vous présenter à présent le second recueil, donc Petite morsure animale, paru en 2019, qui poursuit effectivement l'exploration de la psyché féminine, si je puis dire, en mettant en scène des femmes qui sont un peu, comme dans Tangor-Amer, en proie à des difficultés existentielles, sociales ou familiales. Alors, le titre est une allusion justement un peu aux vicissitudes de la vie, aux petits coups bas ou aux mesquineries qu'on reçoit comme ça un peu en serrant les dents sans mot dire. Et ça se veut aussi un clin d'œil à l'une des nouvelles qui met en scène en fait trois amis sans enfants qui se retrouvent au cours d'un dîner à échanger autour de leurs animaux domestiques. Voilà, d'accord, ok. Oui. Donc là aussi vont être décrites les relations familiales ou amicales parfois tendues, les rapports de mères avec leurs enfants qui vivent au malaise, les frustrations, les liens affectifs asphyxiants, mais aussi la difficulté du geste créatif et la place que tient l'art dans nos existences modernes. J'y traite notamment de la difficulté d'être une mère, une fille ou une artiste dans nos sociétés d'aujourd'hui, et plus globalement des injonctions qui pèsent un peu sur les épaules des femmes. Alors je t'interromps parce que c'est vraiment important ce que tu dis. Le fait que quelqu'un puisse mettre en mots ce que ressentent les femmes au quotidien, donc aussi bien les injonctions dont tu parlais, que la difficulté à être artiste ou simplement à être qui on est dans ce monde. Le fait que ce soit écrit, que d'autres personnes, donc en lisant ta nouvelle, y aient accès, je crois que c'est vraiment important et c'est un des objectifs de ce groupe-là. C'est de mettre à la portée du plus grand nombre ces expériences pour que jamais on ne se sente plus toute seule. C'est ça. Parce que je crois que ce qui est le plus paralysant, c'est de se croire seul face à ces difficultés dont tu parles dans le livre et de n'avoir aucune porte de sortie finalement. Donc c'était aucun endroit où effectivement l'exprimer, ou pouvoir l'échanger, effectivement. Et là, savoir que d'autres l'ont vécu et peut-être avoir des solutions aussi, puisque d'autres expériences peuvent apporter d'autres façons de voir les choses. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça m'apportait. Alors après, les inspirations de ces parcours de vie peuvent venir du fait divers, parce qu'effectivement, ce sont là aussi des portraits qui parfois peuvent mettre mal à l'aise, parce que j'essaie de rien éluder non plus la psychologie féminine. Oui, bien sûr. Ou des parcours de vie où quand ces injonctions pèsent à un point tel on se sent complètement acculé, qu'on n'a plus de solution. Donc c'est vrai que on reste dans une forme de fiction, mais qui est quand même aussi vécue un peu quotidiennement. On entend parler comme ça parfois, même aux informations tout simplement. Et qu'on ne veut pas forcément voir. Et qu'on ne veut pas affronter non plus, ni entendre. Et donc là, les femmes qui sont décrites ici sont toutes aussi à des âges et ont des conditions différentes. Elles ont a priori elles n'ont rien en commun, si ce n'est que toutes sont soumises à des sentiments qui les contraignent, qui les dépassent et qu'elles ne sont pas toujours en capacité d'analyser. Voilà. Donc là, je vais vous lire en extrait les premières lignes de la première nouvelle de ce recueil qui s'appelle « Rien ». Voilà. À la question « Reconnaissez-vous l'objet ?» elle acquiesce avec docilité, tandis que l'assesseur présente le sachet à la cour en énonçant d'une voix claire « Pièce à conviction numéro 5, référence 4XJPG ». Sur l'écran qui lui fait face, les images d'un rivage grignoté par la marée,
une combinaison de plongée, une pelle en plastique rouge, un carnet aux pages gorgées d'eau. Celui qui a été placé sous scellé dans ce sachet en plastique que l'assesseur lui a agité sous le nez. « Alors ?» s'impatiente l'avocat général. « C'est mon carnet, admet-elle. Pouvez-vous expliquer au juré à quoi vous sert ce carnet ? J'y note mes pensées, mes états d'âme. Pensez que je requalifierai, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs les jurés, d'hallucination et délire d'une personnalité au discernement altéré, jubile l'avocat, avant d'ajouter sèchement. Voulez-vous nous indiquer ce qui est écrit à la date du 20 novembre, qui est, rappelons-le, le jour des faits ? Je ne me souviens pas, balbutie-t-elle. Elle ne ment pas. Elle n'a pas souvenir du carnet, même si elle sait qu'elle l'a toujours avec elle, au fond de son sac, dans une poche de son manteau, fourré dans la nacelle de la poussette, d'où il a dû tomber ce jour-là. Sur l'écran défilent les photos en noir et blanc de la plage où elle n'avait jamais mis les pieds. Choisie pour la tonalité déplaisante de son nom, pour laquelle elle a consulté l'horaire des marées, réservé une chambre d'hôtel et 2 billets de train. Sur certains clichés, le sable à gros grains ressort noir et mouillé comme s'il avait plu. En réalité, il était d'un jaune tirant sur le beige, d'une luminosité qui brûlait les yeux. Faites un effort, insiste l'avocat général. Elle scrute la photo du carnet échoué sur le sable noir, se dit qu'il a dû tomber au moment où elle a roulé la poussette sur le sable. Il faisait froid quand elle est sortie de la chambre ce jour-là. La petite était éveillée, mais calme, emmitouflée dans sa parka à col de fourrure synthétique. Dans sa tête, des voix répétées qu'elle ne pouvait pas reculer. Donc voilà, donc en fait cette nouvelle j'ai choisi parce que par rapport à d'autres du recueil, elle est volontairement brève, elle fait seulement 3 pages. Bon, sans divulgacher comme on dit, elle est inspirée d'un fait divers qui a un peu défrayé la chronique et dont le verdict du procès aux assises a été rendu, je crois, l'an dernier. Et donc, effectivement, je l'ai traité de façon très sèche et brève. Et la chute aussi un peu brutale confronte le lecteur à une situation un peu extrême aussi et un peu insoutenable. Oui, mais on a l'impression que la dame est coupable, enfin, alors qu'en fait elle est victime. Elle est coupable. Elle est coupable. Mais elle est sans doute victime. Moi, ce que je ne vais pas effectivement donner de réponse, mais de quoi est-ce qu'après elle est victime pour en être arrivée à un acte aussi extrême, c'est tout ce que ça pose. Enfin, ça ne pose pas les questions, justement, ça décrit un peu à froid. Peut-être pour que le lecteur s'interroge par lui-même par la suite. S'interroger sur ce que la société fait pour qu'on en arrive là. Oui, la société, et comment on peut après être pris dans un étau tel que la santé mentale s'enfuit certainement. Mais moi j'ai eu une expérience très forte par rapport à ce genre de situation l'année dernière. Donc j'ai participé à un travail d'écriture de femmes de la prison de La Réunion. Oui. Il y avait à peu près une dizaine de femmes et toutes les femmes sont regroupées dans cette prison. Elles ont une prison à part. Et ce que j'ai appris qui me trouble toujours, c'est que les femmes, quand elles sont accusées, quand elles sont condamnées, elles ont le maximum de peine. Toujours. Toujours. Parce qu'on considère que quelle que soit la vie qu'elles ont menée, les situations qu'elles ont dû affronter, la violence qu'elles ont en général vécue, c'est de la préméditation. Ah bon. Ouais. Et donc ça ne se dit pas. Hein. Mais moi j'ai appris ça ce jour-là. Et quand je voyais toutes ces femmes qui s'étaient maquillées pour la rencontre et tout, et je me disais, toutes ces femmes qui sont là, qu'est-ce qu'elles ont vécu pour être enfermées là, dans cette prison pour femmes. Bien sûr. C'est vraiment terrible. Effectivement. Mon deuxième extrait, pour être justement un petit peu en contraste avec cette nouvelle-là, et une nouvelle au contraire qui est la plus longue du recueil, là, pour le coup, qui fait une quinzaine de pages, un peu à la manière d'une novella, et dont le style est plus ample, plus lyrique, puisqu'en fait il traite d'une, alors là aussi quand je dis que je m'inspirais d'artistes, d'une chanteuse mondialement connue aussi, bon je ne vais pas donner son identité parce qu'elle est révélée à la fin du texte, qui en fait avait absolument tout pour réussir, qui avait déjà eu un destin quand même assez éclatant. Et c'est une réflexion sur les dons qu'on peut avoir et ce qu'on en fait. Et elle, dans son cas, malheureusement, c'était
une sorte de gâchis terrible. Et du coup, en fait, l'angle de vue du destin de cette femme est vu par le regard de sa mère, en train d'assister à ses obsèques. C'est pas très joyeux non plus. Effectivement. Et c'est la réalité aussi. Parfois. C'est aussi encore une autre réalité, pareil, hein, c'est de l'ordre du fait divers et du destin. Et en fait, ce texte m'a également permis de découvrir en fait l'environnement familial de cet artiste qui a baigné dans la musique depuis son plus jeune âge. C'était aussi, je voulais un texte justement qui ait une ampleur un peu musicale, qui est entre des faits assez difficiles et cette espèce de lyrisme musical. Oui. C'est au tour d'un acteur à la carrière déclinante, rare individu blanc parmi la foule à peau sombre, de venir prendre la parole au pupitre, louant avec solennité le courage d'une famille unie dans le malheur à laquelle il s'associe de tout cœur, évoquant la collaboration artistique qu'il avait vue 15 ans auparavant imposer la jeune chanteuse noire contre l'avis des producteurs de l'époque en tant qu'interprète du personnage principal de son film, ainsi que sa bande originale. Le succès au box-office du film en question, se souvient Sissi, avait marqué le passage où sa fille avait été propulsée au rang de star internationale. Moment charnière où la jeune femme candide et travailleuse, à mesure que sa gloire s'intensifiait, avait basculé vers les angoisses diurnes et l'insomnie, livrée à une lutte effrénée contre elle-même, à l'issue de laquelle l'emporterait l'irrésistible besoin de calmer son anxiété par une prise de neuroleptiques de plus en plus élevée. Nous avions beaucoup en commun, contrairement aux apparences, ajoute l'acteur avec une facétie douloureuse. Personne ne le sait, mais l'église était notre lien secret. Souvent, Nipi souriait pour donner le change, mais n'allait pas bien. Je savais qu'elle priait pour conjurer ses angoisses. C'était une personne qui se souciait de savoir si elle serait à la hauteur de ce qui était attendu d'elle. Elle était la plus grande chanteuse du siècle. On a gardé un besoin maladif de demander à sa mère « Est-ce qu'ils m'ont vraiment aimée ?» Cette fragilité ne l'a hélas jamais véritablement quittée. Maladif. Le mot a été lâché. Sissi repense comment, après la déferlante du film et la pression qui l'accompagnait, la vie de Nipi s'était effondrée en implacables glissements successifs. Personne n'en avait vu les prémices, ni elle, ni son mari, ni ses 2 fils, les nombreux amis de la star, ou sa demi-douzaine d'assistants personnels. L'artiste était célébré, dorloté, plus que de raison, et savait comment donner le change en affichant un sourire de circonstance. Derrière la porte de sa chambre, loin des paillettes et des caméras, il n'en restait pas moins une femme rongée par les doutes et l'appréhension. Voilà ce que Sissi se remémore en silence, tandis que l'acteur, après son émouvante allocution, se tient face à la communauté dans l'attitude humble et recueillie d'un ami digne de confiance. Malgré les apparences, lui aussi a contribué à la déchéance de son enfant terrifié par le noir. Rien que pour cette raison, Sissi se retient de se lever et allait lui cracher au visage. Voilà. Donc effectivement, l'identité de cette célèbre chanteuse est révélée en fin de nouvelle. Voilà, je crois que là pour l'instant on a fait un petit peu le tour d'horizon de ces 2 recueils donc, qui effectivement essaient de donner une tribune aux femmes. Voilà. Et il y a un lien donc entre les deux, donc c'est la vie des femmes, c'est ça? Oui, je pense que c'est la confrontation, le ressenti face à certaines situations de vie, qu'elles soient des vies, on va dire, banales, oui. Et puis des vies soi-disant extraordinaires qui au final rencontrent les mêmes difficultés, et du coup tout est en vue au travers de cette psyché, de ces réflexions qu'on peut avoir un peu de l'ordre de l'intimité en fait. Et tu as eu des retours justement de femmes qui ont lu tes textes pour Alors oui, effectivement je pense que souvent par rapport aux faits divers dont on peut se souvenir ou des personnages qui disaient j'ai deviné de qui tu parlais, effectivement, donc qui sont comme ça des parcours qui sont un peu marqués et qui sont un peu revisités, donc c'est une façon aussi de revisiter l'anecdote entre guillemets ou l'article de journal, voilà, je voulais y apporter effectivement quelque chose d'un peu personnel et du coup effectivement il y a toujours une forme d'adhérence un peu assez ressentie. Et c'est vrai qu'on est dans une île où le silence est très important. Et je pense vraiment que des écritures sur des tranches de vie comme ça sont vraiment nécessaires pour donner la parole, pour mettre des mots
Oui. sur toutes les souffrances que beaucoup de femmes Garde. gardent En elles, en- c'est ça. voilà. Et il n'y a peut-être pas suffisamment de lieux où elles peuvent échanger. Mais ça, c'est clair. Hein. C'est sûr. Absolument. Donc le livre, quelque part, permet de mettre à la lumière l'ombre Oui, dans lesquelles elles vivent. c'est le but, effectivement. Après, j'essaie dans Tango Ramère, quand je parle d'inspiration liée aux faits divers, après, il y a évidemment l'inspiration de ce qui nous entoure, tout simplement, des familles, d'écouter les histoires, de ce qui ressort, de ces choses qui sont non dites, mais qu'on peut ressentir plus intimement, en fait. C'est vraiment ce qui m'avait animé, en tout cas, avec Tango Ramère, plus précisément. Alors, Charme, la messagère des couleurs. Tu as écrit une autre phrase qui m'a touchée et qui dit « L'art est ce qui traduit le mieux les couleurs de l'âme ». Oui. Oui, parce que pour moi, quand on est touché par une peinture, c'est souvent l'âme qui est touchée. C'est des coups de cœur, on dit souvent c'est des coups de cœur et le cœur est relié à l'âme, donc c'est pour ça que Oui, ça m'a inspiré cette phrase. c'est très beau. Merci. Et tu as dans tes peintures différentes galeries, il me semble. J'étais allée voir sur le site internet. Oui. Tu peux nous parler un peu de ces galeries-là? En fait, je peins des scènes de vie, Oui. parfois, ou sinon toutes les facettes de la femme, donc des portraits ou des situations de vie. Voilà. Donc la femme elfe, la femme mère, la femme ange, la femme danseuse, la femme amante. Voilà, j'essaie de montrer en fait toutes ces facettes de la femme que j'ai vécues Oui, et que je pense se retrouvent dans de nombreuses femmes. Et je souhaite aussi toucher le féminin parce que le féminin, c'est un aspect de la femme, mais aussi de l'homme. C'est toute la sensibilité qui se retrouve chez l'homme ou la femme, l'aspect féminin qui pour moi aujourd'hui est très important et à valoriser de plus en plus. Parce que le féminin, c'est tout ce qui fait appel à l'intuition, la sensibilité, les ressentis. Et on était davantage avant dans le masculin, le yang, qui était l'action, le travail. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de sensibiliser à la partie féminine en chacun de soi. mais je crois effectivement qu'il est important de valoriser cette part féminine de chaque être humain. Et c'est ce que je ressens en regardant tes tableaux. Il y a un message derrière qui est à la fois apaisant et inspirant, je trouve. Merci. Ouais. C'est le but de la Ouais, peinture, c'est d'essayer de vraiment, comme j'ai dit, toucher l'âme Ouais. de chacun. Et c'est vrai que dans notre société, on ne parle pas beaucoup de ce côté féminin, notamment chez les hommes qui refusent totalement cette part féminine. C'est pas, moi je dirais pas qu'ils refusent. Je dirais plutôt que c'est enfoui parce que c'est la société qui a donné à un moment donné une image de l'homme Tout à fait. qui était plus dans la virilité, dans la force et non pas dans la sensibilité. Moi j'ai 2 fils qui sont hyper sensibles et je les ai toujours autorisés justement à exprimer cette part d'eux, encouragés, et donc ils ont ces 2 facettes qui pour moi sont importantes chez tous les hommes. Oui. Et puis justement, souvent, moi je pourrais dire que certains hommes sont enfermés dans ce moule dans lesquels on les a, qu'on a installés chez eux depuis l'enfance. Oui. Et du coup, ils sont en souffrance et ils ne peuvent pas l'exprimer Ils ne non peuvent pas plus. l'exprimer. C'est une autre façon de ne pas pouvoir exprimer sa souffrance. Oui, oui, oui. C'est pour ça que c'est important qu'on rencontre des personnes qui arrivent à mettre ce message-là en mots ou en peinture. Oui, c'est un message en fait. Hein. Oui, c'est Et un message. Je pense que la société a gagné aussi à ça parce qu'on est dans ce modèle patriarcal depuis des années
Et bon, le monde ne va pas bien. Si on arrivait à voir d'autres façons de voir les choses, notamment par ce côté intuitif, sensible, peut-être qu'on trouverait d'autres solutions. Ça va un peu loin, mais moi j'en suis persuadée. Hein. Oui, moi aussi. Et d'ailleurs, le terme la messagère des couleurs, c'est un chaman qui m'a cité ainsi en fait. Ah. Parce que pour moi, les couleurs, ça évoque les émotions. Chaque couleur est reliée à une émotion et c'est pour ça que je traduis en fait à travers mes tableaux avec les couleurs, les émotions ressenties, partagées. Alors j'avais une question, comme j'ai vu que tu avais fait des performances en live, je voulais savoir s'il serait possible dans le cadre de l'association d'envisager que tu organises des séances de peinture créative. Avec plaisir, oui. Des séances de peinture créative, intuitive, pour que les gens puissent s'exprimer sans savoir dessiner, parce que c'est ce qui rebute souvent les personnes que je croise qui me disent oui, mais moi je ne sais pas dessiner, mais il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour s'exprimer dans l'art, dans la peinture en tout cas, dans les arts plastiques. Oui. Bon, d'accord, je note ça et j'en profite pour souligner un point du groupe qui va peut-être devenir une association bientôt, c'est qu'elle est ouverte à tous, donc aux femmes certaines, certes, mais aussi aux hommes. Donc je voulais insister sur ce point-là. Voilà. On voit d'elle, c'est le féminin. Le L féminin. Le M féminin en chacun. Oui. Chacun. Tu as écrit, tu as mis en mots quelque chose d'important. Oui. Voilà. On peut parler de ton site. Alors, vous pouvez aller voir donc les créations de Charme sur charme-artiste.com. Voilà. Merci. Merci à toi. Je vais parler d'une autrice qui s'appelle Sandy Jaglal, qui est autrice donc d'albums jeunesse et qui vient de sortir un album jeunesse qui s'appelle La robe couleur soleil aux éditions La Plume Violette. Alors, il a attiré mon attention parce que c'est un conte de fées qui se déroule sur notre île, sur l'île de la Réunion, dans lequel il y a des allusions aux contes classiques et qui est écrit avec des mots en créole. Donc voilà, je voulais parler de cette autrice. Cet album est illustré par Bécaline, qui est une illustratrice née à Saint-Pierre aussi. Donc voilà, c'était pour parler de ça. On arrive donc à la fin de cette réunion. Donc je remercie Julie, Charme et Isabelle d'avoir été à mes côtés. Je suis très heureuse d'avoir pu réunir à nouveau des femmes créatrices. Et nous on retrouve bientôt.